Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je suis un peu fatigué, mais je vais pas me plaindre parce que je travaille pas mal en ce moment. Je suis allé dernièrement à Montpellier où j'ai rencontré le président Louis Nicolin. Donc c'était un moment fort pour moi, mais que je vous raconterai dans une prochaine vidéo. Pour celle-ci, je vous propose un entretien avec Chérif Guémour. Alors pour ceux qui lisent SoFoot, je pense que vous le connaissez déjà. Pour ceux qui écoutent RMC ou RFI, vous l'avez déjà entendu. C'était important pour moi de le rencontrer parce que il peut pas y avoir d'offre de foot sans une interview avec Chérif Guémour. C'est un personnage atypique, charismatique, attachant, cultivé. Moi, c'est tout ce que j'aime. Cet entretien avec Chérif a été très enrichissant pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû séparer cette interview en plusieurs parties. Donc dans la première, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, on parle de l'évolution, entre guillemets, culturelle du jeu. Dans le sens où, à une certaine époque, beaucoup d'équipes avait un style propre, atypique, dans lequel on retrouvait une dimension culturelle. Aujourd'hui, le football, c'est assez aseptisé, et le meilleur exemple, c'est peut-être la Première Ligue, voilà, qui n'a plus grand-chose d'anglaise, de britannique. Donc je vous propose de découvrir tout ça, vous me donnez votre avis dans les commentaires. Allez, ciao. Chérif, le foot pour toi, qu'est-ce que ça représente? C'est une question vague, mais... Ça représente la même chose que toi. C'est-à-dire le plaisir, l'enfance, l'insouciance, la folie. Parce que le foot, tu as le droit d'être très con, de mauvaise foi, chialer, pleurer, rigoler. La formule de Bob Marley m'a toujours plu. Football is freedom. Évidemment, on envie les footballeurs, enfin des adultes qui peuvent prolonger leur passion d'enfance, quoi. Donc voilà, on aurait tous voulu être footballeur, quoi. C'est le kiff, c'est la vie. Si tu avais été joueur de foot, ouais. T'aurais joué quel poste? Bonne question. Donc petit, rebeu, un peu technique, dribbleur, un peu perso. Donc milieu, un truc comme ça et tout. Dans le foot, tu as le jeu. Tout me plaît dans ce jeu-là. Tu as le sport, tout me plaît dans le sport, c'est-à-dire un vainqueur, un perdant, certains qui méritent, d'autres qui ne méritent pas. Et après, tu as tous les à côté, c'est-à-dire l'industrie, le spectacle, l'économie qu'il y a derrière et tout ça. Ce qui me dérange, c'est tout ce qui est excessif, en fait. Que ce soit un business, ça a toujours été un business, et comme c'est un spectacle populaire, c'est le plus grand, le sport le plus populaire au monde, qui génère forcément beaucoup de spectacles, dont beaucoup d'argent. Tu ne peux pas découvrir aujourd'hui en 2016 que le foot soit un business. Ouais, bien sûr. Toute forme d'art ou de sport qui se rapproche vraiment d'un spectacle populaire très suivi, ça génère forcément un business et du fric. Et là, je trouve que, surtout maintenant, notre époque, il y a un déséquilibre. Et je dirais qu'avant, il y avait une plus grande équité. Pour un vieux con comme moi qui a connu le football des années 70, 80, tu pouvais encore t'émerveiller parce que tu avais une grande diversité du foot. Tu avais des clubs de l'Est qui pouvaient jaillir de n'importe où, des petits clubs belges, des petits clubs écossais, des petits clubs hollandais, comme l'Ajax au départ qui était un tout petit club qui est monté au sommet avec une forme révolutionnaire dans sa façon de jouer, et puis des joueurs qui restaient plus longtemps dans les clubs, même si évidemment il y avait l'attraction des clubs italiens, espagnols, voire anglais et tout, qui payaient bien. Les joueurs restaient plus longtemps dans leur championnat. Ça faisait que les équipes elles avaient le temps de maturer et puis d'offrir un bon spectacle et d'être compétitives. Et je pense que l'arrêt Bosman a tout cassé. Je veux dire, il a accéléré et c'est un peu le catalyseur de ces inégalités qui au départ pour moi sont naturelles. C'est quand en Espagne, en Italie, tu as des grands stades parce que tu as une vraie ferveur populaire. Qui dit grand stade dit plus de public, donc plus de recettes, parce qu'avant l'économie du foot marchait beaucoup sur les recettes guichets. L'arrêt Bosman a clairement abouti à ce qui est plus que 4 pays de foot aujourd'hui, 6-7 clubs, pas plus, et surtout ça a tué la diversité. C'est que, tu vois, avant, il y avait un club comme le Dynamo Kiev qui arrivait, ils sont arrivés 3 fois dans l'histoire du foot, dans les années 70, 80, 90, 2000, toujours avec le même entraîneur, le génial Lobanovski. Et
ça a toujours été une bouffée d'oxygène quand tu les voyais arriver. Cette diversité, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle apportait une sensibilité de certains pays, avec la concentration du football à quelques clubs, quelques pays. Il y a une uniformisation qui est évidente aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, l'équipe d'Angleterre, c'est le reflet de son championnat, c'est-à-dire un foot qui a perdu son identité. Historiquement, le kick and rush a été condamné, mais bien exécuté, utilisé à bon escient, le kick and rush c'est une arme redoutable. À partir du moment où tu as des centreurs très précis, tu as des mecs qui sont super bons de la tête, et puis toujours avec des mecs qui tournent autour et tout. Moi j'aimais bien le schéma Toshak, Keegan à Liverpool, c'est-à-dire le gars, la grosse masse et tout ça, qui joue un peu en tour de contrôle, et puis tu sais, qui déviait de la tête, et puis tu as le petit Keegan qui arrivait, reprise de volée sous la barre. Ils avaient aussi des joueurs techniques comme Kennedy, McDermott, Saounès et tout. Il y a beaucoup de joueurs étrangers qui sont arrivés, pratiquement les 2/3 des joueurs de... Après, c'est pas, je suis pas pour un contingentement tu vois ce que je veux dire, des nationalités. Mais que le football de chaque pays puisse garder une sorte d'identité, ils sont particularistes. Voilà. Ça fait maintenant depuis 5 ans qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, et surtout qu'ils arrivent de plus en plus difficilement dans le dernier carré. Tu vois, on a eu 2 confrontations franco-anglaises la semaine dernière. C'est net et sans bavure. Monaco était au-dessus de Tottenham. Et Paris était au-dessus d'Arsenal, même s'il n'y a eu que 2 nuls. Je me fais l'avocat de ceux qui expliquent les mauvais résultats de la Première Ligue en disant que, étant donné que le championnat est extrêmement compétitif, qu'il y a beaucoup de grosses équipes, du coup on dépense beaucoup plus d'énergie lorsqu'on joue la Première Ligue que la Ligue 1 ou que la Liga, et que du coup ça s'en ressent dans les performances de Champions League. Et en plus, historiquement, les clubs anglais ont tendance quand même à valoriser plus leur championnat que la Ligue des Champions. Ça dépend. Parce que quand tu regardes la deuxième partie des années 2000, tu voyais vraiment que quand tu avais le gros Liverpool, le gros Chelsea de Lampard, le gros Manchester United de Scholes, pour en venir à l'intensité, aux efforts, ça c'est parfaitement vrai. Sauf que ces clubs anglais, ils ont quand même les moyens d'avoir double voire triple effectif. C'est vrai. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Vous avez voulu avoir des moyens considérables, des effectifs pléthoriques. Si vous ne savez pas les gérer, tant pis pour vous. Oh, good footwork by Gray, still going. Oh, what a lovely goal, what a masterly goal by Eddie Gray. Le football des années 70, en Angleterre, tu avais un championnat à 22 clubs, qui était compétitif dans le sens... tu avais peut-être moins d'équipes qui jouaient le titre, mais tu avais quand même 22 équipes. Tu avais déjà la Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, avec des matchs à rejouer en cas de match nul. Hein. Il n'y avait pas de tir au but. La plupart des joueurs, des bons, ils étaient en équipe d'Angleterre. Et à la fin de la saison, ils avaient ce qu'on appelle le tournoi britannique, qui a disparu. On pourrait à ce moment-là te répondre qu'il y avait beaucoup moins de matchs internationaux qu'aujourd'hui. Et que le niveau de la Coupe des clubs champions, malgré le fait que moi, c'est une compétition qui me manque. Non, il était très relevé. Il est moins haut que la Champions League. Comment ? Il est moins haut que la Champions League. Non, parce que il y avait moins de matchs, ça c'est sûr. Ça c'est vrai, il y avait moins de matchs parce qu'il y avait que 4 niveaux, 4 tours, et puis ensuite il y avait la finale. Mais par contre, le truc c'est que c'était une époque de total inconnu où tu connaissais pas tes adversaires. Donc aujourd'hui, c'est ça qui fait d'ailleurs que le foot c'est de plus en plus équilibré. C'est aussi bien dans le foot de club international que le foot de nation. On sait tout de son adversaire. C'est-à-dire, si demain on nous dit faites-moi un topo sur l'équipe de Corée du Nord, on va forcément trouver des infos. À l'époque, c'était l'aventure. Quand tu allais jouer à Prague, que tu allais jouer le Dynamo Kiev, justement, à l'autre bout, alors que tu allais jouer, je sais pas, un club norvégien et tout, les mecs, ils te faisaient la misère, ils t'attendaient, tu vois. Alors, c'est des terrains pourris, des petits stades, c'est des coupes-gorges, l'arbitrage, tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Allez, je dirais que la Ligue des Champions, quand même, c'est plus relevé. Je reconnais. Mais quand tu vois le champion d'Angleterre aujourd'hui, même au niveau des grosses affiches, est-ce que tu retrouves l'intensité qu'on a connue à la fin la deuxième partie des années 2000 ? Non. Tu sais, mais avec le Chelsea énorme, tu sais, avec les Terry, les Lampard, les Drogba et tout. Mais alors à ce moment-là, moi, je te poserai une question. Ouais. Pourquoi est-ce que finalement le championnat d'Angleterre n'est pas d'un niveau plus élevé ?
lorsqu'on voit qu'ils ont des moyens quasi infinis. Est-ce que c'est parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils ne prennent pas le temps finalement de construire suffisamment? Il y a de ça, ça a joué. Maintenant, ils sont beaucoup plus réfléchis, c'est vrai. Au bout d'un moment, c'était open bar, des moyens considérables. On l'avait avec Van Gaal à Manchester United. Il a dépensé mais vraiment énormément pour les résultats qu'on sait. On a fait un peu n'importe quoi. Newcastle aussi a fait n'importe quoi, tu sais, avec la filière française et tout. Genre même s'ils se sont pas ruinés non plus. Hein. Dans pas mal d'équipes, quand le noyau dur de l'équipe disparaît, t'as plus de mentor. Tu vois ce que je veux dire? Tant qu'un mec comme Gerrard, il est à Liverpool, et comment il s'appelait aussi, tu sais, l'anglais là qui était le défenseur central. Carragher. Ouais, Carragher, voilà. Il pose un peu l'identité du club. Tout le monde se calque sur ce modèle-là. À partir du moment où ces joueurs emblématiques disparaissent progressivement et que tu as des joueurs venus des 4 horizons, des Anglais, des Espagnols, des Africains, des Asiatiques, des Européens, des Sud-Américains, la sauce elle prend plus de temps à prendre. Donc je pense que ça. Mais après, moi je ne dresse pas non plus un tableau apocalyptique. Les clubs anglais vont bientôt revenir au top. C'est des gens intelligents, je pense qu'ils ont été très bêtes pendant quelques années parce que justement tout ce fric leur est tombé du ciel. Après il y a aussi, c'est pas une légende que le foot, je dirais pas pourrit les footballeurs, mais les embourgeoises, on a pu le voir aussi. Et à ce titre-là, je recommande les bouquins qui sont sortis sur le foot anglais, The Secret Footballer. Ils parlent justement de ce qu'on appelle The Big Money. Sincèrement, je pense que ça a pas mal détruit les jeunes footballeurs anglais. Non, bah, bien sûr. Bah, là, mais les très jeunes, mais anglais, hein, pas étrangers. Bah, on en voit très peu émerger. Enfin, tu vois bien que dès qu'il y a un mec qui fait 2-3 matchs, il est directement sélectionné. Tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'argent gigantesque, les filles, l'alcool, les voitures. Et il n'y a personne pour les éduquer. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est bien dans le dernier Secret Footballer. Okay. Tu vois, et évidemment, ils n'écoutent pas, quoi. Pas parce qu'ils sont cons, parce qu'ils sont bêtes ou quoi que ce soit. C'est aussi parce que ils sont aussi issus d'un moule qui est la formation anglaise, qui est devenue beaucoup plus compétitive. Avant, un footballeur anglais, il émergeait ou il n'émergeait pas, mais quand il émergeait et tout, il était soumis à une concurrence qui était assez soutenue. Sauf que là, cette concurrence, elle s'est considérablement aggravée du fait que tu es en concurrence avec les jeunes footballeurs étrangers. Oui, bien sûr. Et les Africains, les Européens et tout. Puis ils sont tous très forts, tu vois ce que je veux dire. Donc quand tu as réussi à passer le sas de la formation anglaise, bon, ça veut dire que déjà tu as des qualités, mais que tu en as chié. Ouais. Dès que tu peux claquer tes premiers salaires, tu vois ce que je veux dire, ça te monte vite à la tête. Un nombre incroyable de talents qui ont été fauchés. On en parlait avec un pote récemment et tout. C'est par exemple un Micah Richards, c'était de Manchester City. Micah Richards. Quand il est arrivé, c'était le mais il futur. était super fort. Et puis après, tu as tous ceux qui ont plafonné, les Walcott, les ouais, voilà, c'est ça. Bon, tu vois, Oxlade-Chamberlain et tout ça. Après, c'est pas que le fric aussi, tu vois, mais c'est pas facile, quoi, là, au niveau de la concurrence et tout et tout. Donc voilà, ça c'est un peu le marasme et tout ça. Mais une fois de plus, c'est pas un jugement définitif. Je pense que il va y avoir un rééquilibrage. Je te dis déjà au niveau de la gestion du fric, parce qu'il y a un truc qu'on oublie de dire aussi, c'est que, donc, comme je disais, ils ont été très bêtes au niveau de l'utilisation de tout l'argent qu'ils ont gagné. Mais d'abord, comme je disais, maintenant ils sont beaucoup plus réfléchis au niveau du recrutement. Et surtout, avec tout l'argent qui est rentré, ils ont commencé à se désendetter. Parce qu'à un moment, on pouvait craindre une bulle financière du football anglais, c'est-à-dire un accroissement massif, de plus en plus massif de l'endettement des clubs. Et en fait, une partie du fric qu'ils ont gagné via les droits télé, les fameux droits télé, ils les ont utilisés à bon escient en commençant à résorber la dette. D'accord. Donc, ils ne sont pas si idiots que ça.